Il est 8h13, votre invité Sonia Mabrouk est le ministre de l'Intérieur. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Un fonctionnaire de police a insulté une femme qui a porté plainte pour agression sexuelle. Je précise que le policier a laissé par erreur un message sur le répondeur de cette jeune femme qui l'insulte à plusieurs reprises et je vais préciser les mots, la traitant de grosse pute. Vous avez donné instruction de suspendre ce policier. Une enquête de l'IGPN est diligentée. Monsieur le ministre, est-ce que vous imaginez un jour ce policier réintégrer sa place ? Je ne suis pas le seul à décider, puisque évidemment il y a des recours juridictionnels, mais non. Non, j'ai pris comme décision lorsque je suis arrivé place Beauvau que toute personne qui ait été condamnée pour violence conjugale ou trafic de stupes ne pouvait pas rester dans la police nationale ou la gendarmerie nationale. Et d'ailleurs, on les a retirés évidemment du contact avec le public. Et après, et c'est normal, il y a un droit, un conseil de discipline et puis des jugements administratifs de pouvoir leur retirer l'uniforme. Parce que ce policier, il a sali non seulement toutes les femmes qui essayent de déposer plainte. Et je crois qu'on a tous intérêt à leur dire de venir dans les commissariats, dans les gendarmeries pour le faire. Mais il a sali, il a craché sur l'uniforme de la République de ses 250 000 autres collègues, policiers et gendarmes, qui tous les jours font un travail, je crois, formidable au service de nos concitoyens et singulièrement de nos concitoyennes. 400 000 interventions par an contre les violences conjugales et les violences sexuelles. Donc non, je ne pense que ce monsieur, si vous me demandez mon avis, n'a plus sa place dans la police nationale. En tout cas, il y aura une inspection de l'IGPN qui va démontrer les choses, mais comme les choses sont assez concrètes et diffusées par vos confrères, il est normal de suspendre immédiatement. Et c'est ce qu'a fait le DGPN et le préfet de police, et je les en remercie. Et rappelons que l'enquête, malgré tout, comme vous l'avez dit, se poursuit. J'en viens, Gérald Darmanin, à l'actualité de la campagne présidentielle, la contre-attaque de Valérie Pécresse après l'avalanche de commentaires sur son meeting. Tout d'abord sur la forme, elle a dénoncé la misogynie à son endroit. Elle a tort ? Moi, je ne suis pas là pour commenter les commentaires et chacun aura son avis. Ce qui est intéressant, c'est le fond. Est-ce qu'on aurait fait les mêmes critiques à un homme tout de même ? C'est important dans une campagne. Je crois que les hommes et les femmes politiques sont très largement critiqués, quel que soit leur sexe, personnellement. Voilà. Mais Mme Pécresse est une femme de qualité. Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, je la prends au sérieux pour ce qu'elle est. C'est-à-dire la candidate d'une famille politique qui, normalement, est dans le giron républicain. Moi, ce qui m'a choqué... On va en parler. Non, juste, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de présomption d'incompétence pour une femme, comme l'a dit votre collègue Marlène Schiappa ? Mais Marlène l'a dit, je l'ai écouté. J'écoute toujours ce que dit Marlène Schiappa et elle a des analyses qui me touchent toujours. Donc, je suis prêt à entendre, évidemment, cet argument. Il ne faut pas qu'encore une fois, le débat sur la forme cache le fond. La politique, c'est quand même les idées, malgré tout. La forme, c'est le fond qui revient à la surface. Victor Hugo, vous avez raison. Vous faites partie de la classe politique depuis tellement longtemps, M. Darmanin. Est-ce que le ton employé pour parler des femmes ou aux femmes, les mots utilisés traduisent souvent un penchant machiste que parfois les hommes ne voient pas ? C'est possible. C'est tout à fait possible. Et encore une fois, je veux bien retenir cet argument. Je veux simplement dire que l'intérêt de la politique, c'est pas que la forme. Qu'elle soit une bonne forme ou une mauvaise forme, et tous les goûts sont dans la nature. Donc on a été injuste avec Madame Pécresse sur ce sujet. Vous-même, en regardant ce meeting, vous vous êtes pas dit il y a un problème. J'avoue ne pas avoir regardé entièrement le meeting de Madame Pécresse. On a dû vous le rapporter. Non pas par désintérêt, mais parce que mes fonctions m'ont obligé à faire autre chose ce jour-là. Cependant, je me suis intéressé au fond de son discours. D'ailleurs, alors allons-y. J'ai lu Madame Mabrouk, le discours de Madame Pécresse, plutôt que je l'ai écouté. On me l'a imprimé. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en plus, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le fond. Et j'ai été extrêmement choqué de lire, sous la voix, sous la plume de Madame Pécresse, les propos de Français de papier ou de grand remplacement. Dont chacun sait qu'ils relèvent de Barrès ou de Maurras il y a bien longtemps, voire désormais des théories d'extrême droite de M. Camus il y a 30 ou 40 ans. Elle a précisé hier qu'elle se plaçait en rempart à ce grand remplacement. Hier, Xavier Bertrand l'a nié. C'est Mme Pécresse, la candidate. Depuis... Mme Pécresse est revenue sur ses propos. Elle a dit qu'effectivement, elle ne les faisait pas siens. Tant mieux. Voilà, c'est une très bonne chose que cette clarification existe. Il y a eu un doute, avouons-le. De manière générale, je suis à la fois triste que la famille des Républicains s'éloigne autant de la ligne gaulliste et aille autant vers la ligne Ciotti-Wauquiez. Voilà, c'est un constat qui malheureusement m'a poussé à quitter ma famille politique. Est-ce que la ficelle n'est pas un peu grosse ? Non, sincèrement ce matin. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'extrême droitiser la droite, justement, pour la disqualifier et vous placer comme seule alternative aujourd'hui ? Mais pas du tout.
Ah bon? J'eusse aimé d'avoir une droite républicaine qui nous rappelle Elle ne l'est plus qu'on ne compte Madame pas. Pécresse, Monsieur Bertrand, Monsieur Barnier ne sont plus dans la droite républicaine? J'eusse aimé qu'une droite républicaine condamne fermement des propos qui consistent notamment à dire qu'il faut faire des Guantanamo, des zones de non-droit, et c'était quand même le candidat qui est arrivé en tête. Oui, de la mais c'est primaire des Madame Républicains. Pécresse, la candidate, comme vous l'avez dit. Mais ils ne l'ont jamais condamné, ces propos de Guantanamo. Madame Pécresse n'a jamais repris cette proposition. Ne pas reprendre quelque chose, c'est assez différent que de condamner, dire qu'on ne peut pas accepter que dans un débat dans sa famille politique, on accepte des zones de non-droit qui relèvent de la torture. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et des condamnations sans juge, c'est pas possible. Ce n'est pas possible d'utiliser, me semble-t-il, un champ lexical qui revient extrêmement clairement de l'extrême droite. Et le grand remplacement, c'est quoi? C'est l'idée que vous êtes français non pas par le mérite, ou par votre volonté d'épouser le drapeau, la Marseillaise, vibrer au son de son histoire et de sa belle langue, mais de le faire par comptage de ses prénoms, comme dirait Éric Zemmour, ou par sa race supposée. C'est tout le contraire de l'histoire politique de la droite française. Mais une fois que je vous ai dit ça, puisque Mme Pécresse a corrigé ses propos, et je pense qu'elle a très bien fait de le faire, et moi je la remercie de l'avoir fait, je pense profondément qu'une grande partie de la droite, LR, de celle qui reste au LR, celle qui n'est pas au gouvernement, justement, soutiendra le président de la République. Alors, au lendemain du premier ou du second tour, nous verrons bien. Mais il faut que nous travaillions ensemble pour relever la France. Oui, ça s'appelle une politique de débauchage, comme le dénonce l'opposition. Rien de bien reluisant aujourd'hui, en pleine campagne, de venir proposer des ministères, des postes à des gens qui vont vous rejoindre dans la dernière ligne droite. Mais quelle indignité, comme dirait Nicolas Sarkozy. Rien n'est proposé à ceux qui vous rallient. Mais quelle indignité, Éric Woerth. Éric Woerth est un homme dont la conscience morale pourrait être un exemple pour bien des dirigeants des Républicains. Éric Woerth est un homme droit. Il a beaucoup travaillé. Il a écrit les projets en partie de Nicolas Sarkozy. Il a été un homme... Je l'ai vu à la Commission des Finances, lorsque je ministre des Comptes Publics, qui n'a jamais scié sur l'objectif qui était de redresser son pays. Lorsqu'il avait des critiques à nous faire, il les a faites, et il a considéré en son âme et conscience, que le président de la République était le mieux placé. Comme nous l'avions fait avec Bruno Le Maire, ou Sébastien Lecornu, ou Édouard Philippe en 2017. Mais il n'y a pas qu'Éric Woerth. Natacha Bouchard, la maire courage de la ville populaire de Calais, dans la région des Hauts-de-France, justement. Celle qui connaît l'immigration, et le symbole d'une immigration difficile, depuis plus de 25 ans. Que Natacha Bouchard soutienne Emmanuel Macron, ça devrait faire réfléchir un certain nombre de dirigeants LR. Vous appelez à d'autres ralliements LR à venir, des élus, des parlementaires, des... Je sais que ce mot est peut-être un peu galvaudé. Vous êtes à la manœuvre, monsieur le ministre, avec d'autres. Mais moi, vous n'êtes pas au-dessus du lot, vous savez très bien, vous êtes en train de leur parler. Je ne fais pas la petite soupe sur le petit feu, comme dirait le général. Et comme je suis justement gaulliste, depuis que j'ai adhéré à 16 ans au RPR du temps de Philippe Séguin, moi je crois que ce qui est important, c'est pas le parti, c'est le pays. Et je pense que ce qui est important, c'est qui est le mieux placé pour répondre aux énormes défis qu'a la France. Une démographie qui... Donc vous nous dites que M. Woerth, par exemple, n'a rien obtenu en échange de ce soutien, qu'il n'y a aucune promesse pour la suite, que si un jour, dans quelques mois, si M. Macron est réélu, il est dans un ministère, vous me direz que ce que vous m'avez dit ce matin, vous ne saviez pas. Mais vous voyez, c'est étonnant de penser toujours que les femmes et les hommes politiques y vont pour des intérêts particuliers. C'est pour ça qu'il y a un intérêt d'être M. Woerth et d'être insulté comme il l'est aujourd'hui. Si insulté, mais que dis-je... Par son ancienne famille, par la droite. Mais oui, il suffit de regarder les réseaux sociaux. Ce sont des insultes insupportables. Que le président de la famille politique des Républicains rappelle les ennuis judiciaires de M. Woerth, alors que chacun sait que les ennuis judiciaires de M. Woerth étaient en lien avec sa famille politique, c'est une insulte ignominieuse. Et si jamais il y avait un calcul politique, M. Woerth aurait peut-être rien dit et attendu le second tour de la présidentielle. Monsieur le ministre, ce matin, j'entends ce que vous dites sur la droite, mais permettez-moi, parce que vous avez beau jeu aussi à ce micro de pointer les différentes lignes chez les Républicains. Vous avez même dit chacun le constate. Et chez quand vous, même. Combien de lignes, combien de nuances? Pardon, mais entre vous et Mme Moreno et les autres, combien de différences sur le port dans les manifestations sportives, le port du voile? Il n'y a pas de nuances. On a toujours été opposés au port de signes religieux. Alors que font Mme Moreno et Mme Maracineanu dans votre gouvernement? Mais Mme Moreno a justement, hier à l'Assemblée nationale, j'étais assis au premier rang à l'Assemblée nationale, je l'écoutais avec attention, elle a évoqué le fait qu'elle était absolument opposée, comme tout le gouvernement, à des ports de signes religieux Elle a évolué, mais c'est bien de le souligner. Dans des compétitions sportives. Mais je voudrais dire que moi, pour le coup, c'est pas une idée d'hier. Quand j'étais jeune parlementaire, j'avais déposé une proposition de loi pour m'y opposer. Voilà. Et quand j'ai servi un ministre des Sports, on s'y était toujours opposé. Notamment, c'était David Douillet. Donc, je veux vous dire qu'il y ait des différences de discussion et de sensibilité dans une famille politique, c'est tout à fait normal. Et donc, heureusement. comme à droite, finalement. Oui, mais à la différence de la droite c'est pas un petit sujet, là.
dont je vous parle, hein, quand même. Oui, mais à différence de la droite LR, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de ces électeurs ne se reconnaît plus dans sa forme d'extrémisme. Voilà. Et je pense qu'il... Extrémisme, Oui, dans monsieur sa forme le ministre, d'extrémisme. Quand Madame de Pécresse... votre ancienne famille politique, ce Oui. sont en partie vos amis? En partie. Quand Madame Pécresse, par exemple, dit qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers, d'abord, c'est méconnaître profondément le travail des policiers. Et c'est peut-être un peu même d'ailleurs maîtriser On a le vu travail des blindés des de la gendarmerie à Paris récemment pour les convois de la liberté. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'il ne faut pas faire de non, parallèle, mais me semble-t-il. Il y a la fermeté, elle est là, on la voit. Non, mais l'armée dans les quartiers, c'est pas le rôle de l'armée d'aller dans les quartiers. Les policiers, tous les jours, ils vont dans les quartiers. Et ils font un travail admirable. C'est une proposition qui me paraît effectivement extrémiste. Quand Madame Pécresse dit on va différencier les peines, c'est ce qu'elle a dit, ce qui est intéressant, c'est le fond quand même. On va différencier les peines selon les quartiers. Si vous commettez un crime ici, vous n'aurez pas la même peine que si vous commettez un crime là. Bon, à part que c'est absolument inapplicable et particulièrement évidemment anticonstitutionnel, indépendamment de ça. C'est Mme Pécresse qui l'a évoqué. Je pense que c'est une position extrémiste. Mais je sais très bien qu'au fond d'eux, les dirigeants des LR que j'ai connus ne sont pas extrémistes. Simplement, ils font devant M. Zemmour et devant Mme Le Pen. En vous écoutant ce matin, vous imaginez, je ne sais pas, un auditeur qui vous écoute, qui se dit, mais en fait, il y a le choix entre quoi et quoi. Si ce que vous dites, la droite et l'extrême droite, il ne reste plus que vous comme l'alternative, c'est facile. C'est vous le chaos, finalement. Non, vous caricaturez la démocratie. Je pense qu'il y a pléthore de candidats. Non, moi ce que je souhaite, c'est qu'il reste 2 mois de campagne et que les partis dits dans le giron républicain, que ce soit le Parti socialiste ou que ce soit le parti LR, puissent avoir des propositions qui nous permettent justement d'avoir une alternative politique possible dans le cadre républicain. Pour cela, il faudrait que le président soit lorsque c'est pas candidat. Le cas, oui, il le saura quand il voudra bien l'être. Oui, mais quand, monsieur... Écoutons juste, permettez-moi, hier, il était à votre place, Xavier Bertrand, à ce sujet. Elle n'a pas commencé cette élection présidentielle. Et elle ne commencera cette élection présidentielle que quand Sa Majesté Emmanuel Macron viendra dans l'arène démocratique. Parce que là, il y aura les termes de la confrontation. N'y a-t-il pas un risque d'escamoter un grand moment démocratique comme une élection ? D'abord, il faut toujours se garder des attaques ad hominem, mais je rappelle que M. Chirac s'est présenté le 11 février. Et je crois que M. Mitterrand, c'était au mois de mars. Donc voilà, ça dépend des élections et ça dépend qui on supporte. Bon, le président de la République sera candidat. La campagne sera, je crois, assez longue, me semble-t-il. Assez longue Assez longue, me semble-t-il, parce qu'elle est déjà extrêmement... Elle sera longue avec un temps court. Elle est déjà extrêmement violente. On ne sait même pas qui a ses parrainages. Et je vous verrai d'ailleurs que beaucoup d'entre eux qui avaient dit qu'ils ne les auraient pas, les auront finalement. Et on pourra débattre avec effectivement les gens que les maires de France, lapsus intéressant, auront choisi. Cependant, il y a des débats publics, évidemment, qui sont dès aujourd'hui, on le voit bien, à vos antennes. Et les Français peuvent déjà se faire largement une idée sur ce que proposent les uns et les autres. Et avant, justement, la fin de ce quinquennat, y a-t-il des partages de postes, monsieur le ministre ? Emmanuel Macron propose de nommer l'une de ses ministres, Jacqueline Gourault, proche de François Bayrou. Quant à Richard Ferrand, il veut nommer, je vais être précise, une magistrate, Véronique Malbel, qui fut la supérieure hiérarchique du procureur, qui a classé sans suite l'affaire des Mutuelles de Bretagne, qui visait Richard Ferrand. Dans quelle autre démocratie ça se passe comme cela ? Alors d'abord, je voudrais dire, merci de me poser cette question, que je suis très heureux que le président de la République ait choisi Jacqueline Gourault, qui est une femme admirable, une mère rurale, dont j'ai eu le bonheur de travailler. Oui, non, mais ça n'enlève rien à ses qualités. Exactement, voilà. Mais exactement. Je le précise. Monsieur Chirac était proche de Monsieur Mitterrand. Monsieur Fabius, président du Conseil constitutionnel, était proche de François Hollande. Heureusement qu'en politique, il y a des gens proches d'autres. Mais Madame Gourault se suffit à elle-même. Et pour le coup, ça peut être une phrase misogyne, si je vous retiens votre proposition. Ses qualités se suffisent à elle-même. Et elle a été d'une grande ministre des collectivités locales. Elle est une femme, elle est aussi marquée politiquement, proche de François Bayrou. Est-ce que ce n'est pas un donné pour un rendu, monsieur le ministre ? Pas du tout. Le Conseil constitutionnel n'est pas une cour suprême, elle n'est pas composée de magistrats professionnels. Heureusement que c'est aussi une cour politique, au bon sens du terme. Oui, mais il ne faut pas que ça finisse en réunion macroniste. Après Jacques Mézard en 2019, Madame Jacqueline Gourault Les nominations faites par le président de la République, c'est 3 par an. C'est le cas notamment du président Larcher. Et vous ne faites pas le même procès pour le président Larcher qui nomme son ancien directeur de cabinet. Mais parlons du président de l'Assemblée nationale. Extrêmement bien. Voilà, mais je constate que il n'y a pas homothétie dans votre présentation. Cependant, donc Madame Gourault est une femme formidable. Elle rendra extrêmement bien, me semble-t-il, des services à la France. Pour ce qui est Madame Malbec, moi j'ai eu la chance et le bonheur de travailler avec elle, puisqu'elle était directrice de cabinet de Monsieur Dupond-Moretti. Elle l'est encore. D'abord, là aussi,
C'est, je crois, un excellent choix fait par le président de l'Assemblée nationale. Elle a été une directrice de cabinet courageuse qui a voulu réformer la justice. On ne remet pas en cause les qualités de ces personnes, monsieur le ministre. Et la campagne ignominieuse de presse auquel elle fait objet depuis 2 jours, une journée et demie, désolé, alors qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre un procureur général et son procureur pour les classements de dossiers, voit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas laisser à des femmes qui manifestement ont un goût immodéré pour la chose publique, la possibilité de pouvoir servir son pays. Là, vous y voyez de la misogynie. Là, pardonnez-moi, là, la question est qu'elle a été la supérieure hiérarchique simplement d'un procureur qui a classé sans suite. Mais d'abord, je vous rappelle que cette affaire d'un président de l'Assemblée dont il propose aujourd'hui. Dont il faut rappeler que la justice a donné à M. Ferrand l'honnêteté absolue, et par ailleurs qui a été, vous m'oubliez de le dire aussi, dépaysé dans un autre territoire, puisque c'était à Douai, et il me semble que M. Ferrand tout est normal pour vous. Était de Bretagne. Vous n'y voyez aucune connivence. C'est pas la République des copains et des coquins. Ce sont 2 grandes dames. Non, parce que vous voyez, ce genre de propos pousse à penser qu'il n'y a pas d'intérêt général derrière ces décisions. Elles sont profondément marquées par l'intérêt général. Et je me rappelle que vous ne citez pas, parce qu'il y a une 3e nomination, celle du président Larcher, qui ne soutient pas le président de la République, qui, je crois, a nommé un homme, ça doit être une qualité évidemment aussi qui ne doit pas empêcher d'être nommé, et qui était son ancien directeur de cabinet. Là, on n'y voit pas ombrage. La vérité, c'est que le président de la République est le seul à être attaqué dans cette campagne. Personne n'attaque finalement beaucoup M. Zemmour ou Mme Le Pen. Bon, tout le monde. Vous avez passé la moitié de cet entretien à attaquer Mme Pécresse, Monsieur le ministre. Permettez-moi de venir de temps en temps. Non, mais disons la réalité, elle est au centre des attaques quand même. Si on regarde indépendamment de ceux qui soutiennent le président de la République, on devrait s'attaquer, comme je l'ai fait la première fois que j'ai voté contre M. Le Pen en votant M. Chirac en 2002, on devrait pouvoir s'attaquer à M. Zemmour et Mme Le Pen de la même façon. Eh bien non, on concentre ces attaques personnelles, politiques contre M. Macron. Je crois que tout le monde fait largement l'objet d'attaques. Quand M. Jadot on traite de juif de service, M. Zemmour. Là, pour le coup, il n'y a pas de grand débat public. Alors qu'objectivement... Eh bien, réagissez. Les figures de style antisémites ne sont jamais un bon discours, me semble-t-il. Et je sais la grande différence qui me sépare de M. Zemmour, mais j'ai été profondément choqué que ce champ lexical antisémite ait été pris par M. Jadot, ce qui relève beaucoup des inconscients de certains candidats. Et bien voilà, ça me choque aussi profondément. Et c'est notamment un sujet qu'on n'aborde pas, puisque tout le monde se concentre sur le président de la République. C'est l'occasion d'une mise au point. Merci Gérald Darmanin d'avoir été notre invité ce matin. Merci.